Augmentation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État pour 2014. Qu'en pensent les Ivoiriens? Ils s'exprimeront dans cette édition. L'opération de déguerpissement des mendiants et commerçants ambulants piétine. Vous le verrez dans la commune d'Abobo. Le rond-point conserve son décor habituel. Au Mali, jour J-2 pour le second tour de la présidentielle. Pour l'heure, Ibrahim Boubacar Keïta remporte la bataille des ralliements. Mesdames et messieurs, il est 19h30. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Augmentation des salaires en 2014 pour les fonctionnaires et agents de l'État, un projet envisagé par le président de la République Alassane Ouattara. Qu'en pensent les Ivoiriens? Agir sur les taxes plutôt que sur les salaires ou les deux à la fois? Une partie de la population s'exprime. Juliette Ouya. Mercredi 7 août, 53e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Au cours d'un entretien de plus d'une heure diffusé en direct sur les antennes de la radio et de la télévision publique, le président Alassane Ouattara répond aux préoccupations des Ivoiriens. Plusieurs sujets d'actualité abordés, entre autres la sécurité, les questions de nationalité et le social. Concernant le dernier volet, le chef de l'État ivoirien annonce une augmentation générale des salaires en 2014. L'année prochaine, les salaires de la fonction publique doivent connaître une augmentation. Les salaires du secteur privé, nous allons discuter avec le secteur privé pour qu'il y ait également une augmentation du SMIC. 48 heures après cette annonce, comment les Ivoiriens apprécient-ils le projet? On a appris avec joie l'annonce du président de la République sur l'augmentation des salaires. En fait, c'est ce que nous attendons depuis, ça a été annoncé depuis, nous attendons. Il y a un préalable d'abord à faire pour ce qui concerne les fonctionnaires au niveau de la fonction publique. Parce qu'il va falloir d'abord procéder à une harmonisation des salaires selon les grades avant de procéder à une augmentation générale des salaires. Parce qu'on constate que pour des fonctionnaires du même grade, et souvent même sortis des mêmes écoles, on a une inégalité au niveau des salaires. Si on ne peut pas réduire la cherté de la vie et que par voie de fait on peut augmenter les salaires, c'est une bonne chose. La proportion de révision des salaires à la hausse pour 2014 n'est pas encore fixée. Certes, beaucoup reste à faire, mais cette décision est un coup de pouce pour améliorer la situation de l'Ivoirien moyen. L'opération de déguerpissement des mendiants et commerçants ambulants au niveau des grandes artères piétines, surtout au rond-point de la commune d'Abobo, où commerçants ambulants et mendiants sont toujours très actifs. Le constat de Hamza Diaby. Un lac ou un bras de fleuve, difficile de nommer cette étendue d'eau en agglomération. Nous sommes en pleine capitale dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo au rond-point de la gendarmerie. Ici, saison de pluie rime avec calvaire. On n'arrive pas à passer même, à cause de nous là. Tu voulais passer à côté pour pouvoir traverser. Tu as trop d'embouteillage, on t'a crié en nous. Vraiment, ça nous fait mal au cœur. Ça nous gêne beaucoup. Vraiment, ça envoie de la maladie, quoi. Les autorités municipales se prononcent sur cette situation gênante pour la population. C'est une commune dortoir où les populations déguerpies des autres communes ont été installées sans qu'il y ait eu d'assainissement. Et donc, cela fait que la ville s'agrandit et sans équipement, les populations donc, ont des difficultés au niveau donc, de l'assainissement, les inondations. Nous avons près de 23% de la superficie donc, de la commune qui est occupée par les bassins d'orage. Un peu plus loin, dans la même commune, un autre constat. Le rond-point central grouille de monde. Mendiants, cordonniers, cireurs ou autres petits commerçants en font leur lieu de prédilection, au nez et à la barbe de la mairie. Étant donné qu'à Bobo, ici, on a beaucoup de créateurs, donc raison pour laquelle on est beaucoup ici pour traiter avec eux. Je ne sais pas où il faut aller cirer. Voilà pourquoi je suis venu cirer ici. Une situation difficile à gérer par la municipalité. Dans la mise en œuvre de nos arrêtés pour déguerpir les populations, nous n'avons pas suffisamment l'appui de la sécurité. C'est la sécurité qui doit au quotidien maintenir l'ordre public au niveau donc des ronds-points et des voies publiques. Depuis le 5 août dernier, les mendiants et commerçants ambulants, désormais persona non grata dans les rues d'Abidjan. Une décision émanant du gouvernement sur laquelle l'adjoint au maire, Koné Isiaka, fonde beaucoup d'espoir. On parle à présent météo, il fait très froid. Depuis le mois de juillet, le climat est frais et humide. C'est la petite saison sèche et pendant cette période, certaines maladies refont surface à grande échelle, notamment la grippe, la toux et les allergies. Franck Quadio nous en dit plus.
Hôpital général de Port-Boué. Nous sommes aux urgences médicales. Docteur Roudé Kevin, le médecin de service, reçoit les malades. Plusieurs cas liés au climat très frais et humide de ce mois d'août. Nous avons constaté une abondance de certaines maladies telles que la diarrhée et puis l'accès palus aussi. Le temps que nous avons, avec les températures très basses que nous constatons en ce moment, peut être source de certaines maladies ou développer certaines maladies. Vent étant brumeux depuis quelques mois, pour Eklou Ferdinand, chef des prévisions générales et météo marine à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam, cela s'explique. Cette fraîcheur s'explique tout simplement par la forte couverture nuageuse que nous avons. La basse couche où la Terre est présente émet un rayonnement qui est froid. Donc comme il n'y a pas de compensation avec l'énergie venant du soleil, donc nous sentons un peu plus la fraîcheur actuellement sur la Côte d'Ivoire. Une chose est certaine, selon le météorologue, la saison des pluies a pris fin depuis la mi-juillet. Nous sommes présentement dans la petite saison sèche. C'est à partir de la mi-septembre que l'on pourra entendre encore les coups de tonnerre où l'on pourra assister à des orages violents, des rafales de vent, ainsi de suite. La mi-septembre pour davantage d'orages. On n'est donc pas sorti de l'auberge, à chacun donc de prendre ses précautions. En images, cette importante réunion cet après-midi à la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Le directeur général de la structure, Amadou Bakayoko, a rencontré l'ensemble du personnel, la vision de la nouvelle RTI, ses enjeux, mais aussi la prise en compte de l'amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs au centre de la rencontre. Plus d'une vingtaine de délégués de la Croix-Rouge d'Afrique de l'Ouest à Abidjan, ces acteurs de l'humanitaire se sont penchés notamment sur l'impact des sociétés nationales. Le compte-rendu de la rencontre avec Thomas Guessambi. La place des jeunes dans le mouvement de la Croix-Rouge. L'efficacité des sociétés nationales face aux besoins humanitaires croissants des populations d'Afrique. Des préoccupations sur lesquelles ont réfléchi 24 sociétés de la Croix-Rouge d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette réunion leur permet d'arriver au-delà de leurs divergences légitimes pour une forte représentation de l'Afrique à l'intérieur des organes de direction et de gouvernance de la fédération. Nous avons quand même des élections pour notre conseil de direction. Moi, personnellement, j'ai déjà effectué 2 mandats. Il faut que déjà on sache quels sont les pays que nous allons présenter au Conseil et puis penser aussi pour le Conseil des délégués. Total, un objectif commun pour l'Afrique à partir d'Abidjan. Une plus grande représentativité du continent au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Rendez-vous est donc pris pour novembre 2013 à l'Assemblée générale de ce mouvement humanitaire à Sydney, en Australie. Les artisans veulent impulser une nouvelle dynamique au métier. Les membres de la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest ont donc échangé à Abidjan. Les nouvelles orientations apportées à l'organisation au centre des débats. On reste avec Thomas Guessambi. Barry Prosper du Burkina, avec des mots bien choisis et une table dans la main, passe ainsi le témoin à Annie Jean-Baptiste de la Côte d'Ivoire à la tête de la Confédération des artisans d'Afrique de l'Ouest, CEAO. Nous sommes en pleine rencontre inter-ivoirienne des présidents de fédérations nationales d'artisans des pays de l'UEMOA plus le Cameroun et la RDC. Un rendez-vous pour la révalorisation de l'artisanat africain. L'Ivoirien Jean-Baptiste Annie, tout en exprimant sa gratitude à ses pairs, à l'occasion pour la confiance placée en lui et son pays à partager ses ambitions pour une confédération d'artisans plus forte. Les Africains n'achètent pas les produits de l'artisanat. Oui. C'est les Européens, c'est les Américains. Oui. Et dans le cas de l'AGOA, oui, nous sommes rentrés dans cette bourse-là pour vendre nos produits en Amérique, oui, en passant par une compagnie aérienne qui a un réseau, oui, dans le monde, oui, pour pouvoir vendre nos produits. Dans les pays anglophones, oui, comme on s'intéresse à ce secteur, oui, on leur donne des crédits, quel que soit leur éloignement, oui, on leur fait confiance, oui, et puisque les artisans se connaissent entre eux, les crédits sont toujours remboursés.
Et c'est ce système que nous voulons mettre en place dans les pays francophones pour que nous puissions résorber le problème du chômage. Créée en 1996 au Mali, la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest veut se donner aujourd'hui tous les moyens de conquête du monde. Et un de ses projets dans ce sens reste la galerie virtuelle de l'artisanat. Le Bénin, sans gouvernement depuis hier, le président Thomas Boniaï a dissous le gouvernement, les Béninois, dans l'attente des nouvelles exécutifs. Au Mali, on vote ce dimanche pour le second tour de la présidentielle. Les Maliens devront départager l'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, ancien président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour l'heure, c'est IBK qui remporte la bataille des ralliements. À 2 jours du second tour de la présidentielle au Mali, la bataille des ralliements fait rage. Mais d'ores et déjà, Ibrahim Boubacar Keïta revendique la victoire. IBK affirme bénéficier du soutien du plus grand nombre de candidats éliminés au premier tour, 22 sur 25. Parmi eux, Oumar Mariko, 2,57% des voix. Ce soutien d'Ibrahim Boubacar Keïta est un grand allié des putschistes maliens et de leur chef, le capitaine Sanogo. Nous pensons simplement que c'est un combat anti-FDR que nous continuons. Nous continuons ce combat anti-FDR. Rebaptisé par certains Front anti-IBK, le FDR, Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République, regroupe les partis politiques viscéralement opposés aux auteurs du putsch du 22 mars 2012. Peu après la proclamation des résultats du premier tour, il s'est quelque peu fissuré. Dramane Dembélé, arrivé en 3e position avec 9,71% des suffrages, se rallie à Ibrahim Boubacar Keïta. Son parti l'ADEMA appelle à voter Soumaïla Cissé. Je voudrais sincèrement m'adresser à l'ensemble des militantes et des militants pour leur demander d'honorer notre engagement. Autre ralliement de poids à la candidature de Soumaïla Cissé, celui de Modibo Sidibé. Cet ancien Premier ministre malien a obtenu 4,97% des voix. Il s'est classé 4e. Je sais pouvoir compter sur les partis politiques engagés à mes côtés et sur les centaines d'organisations, ainsi que sur les dizaines de milliers de militants qui ont porté avec moi l'espoir d'un renouvellement en profondeur de nos méthodes de gouvernance. Les Maliens ont fêté hier la fin du Ramadan. Ils souhaitent que leur pays retrouve une paix durable après le scrutin de dimanche. La campagne pour le second tour de la présidentielle au Mali a quelque peu été terne, pas de grands meetings. Elle s'achève ce vendredi soir. On évoque à présent ces grandes pluies mortelles au Sénégal. Les premières grandes précipitations sont tombées toute la journée d'hier. Dakar, la capitale, est sous les eaux. Ces épais nuages visibles mercredi annonçaient le début d'une première grosse pluie sur Dakar. Les conséquences n'ont pas tardé après. Routes embouteillées, population sous les eaux, la plupart des quotidiens sénégalais ont consacré leur une au désarroi des Dakarois. Dans le quartier de Ouakam, un garçon de 11 ans s'est noyé dans ce canal à ciel ouvert et rempli d'eau de pluie. À Grand Yoff, un quartier populaire de Dakar, les populations désolées ont essayé de sauver le maximum de bagages. Rien n'a changé, nous vivons les mêmes problèmes comme chaque année. J'étais absente au moment de la pluie. Lorsque je suis venue, j'ai constaté que je ne pouvais pas accéder à mon domicile. Voilà la maison de mon père. Vous voyez, toutes les maisons sont inondées. Nous avons évacué toute la famille pour passer la nuit ailleurs. Le gouvernement sénégalais a adopté en septembre dernier un programme décennal de lutte contre les inondations évalué à environ 700 milliards de francs CFA. Il comporte un plan d'urgence. Vous savez, je vous donne un exemple. Si vous devez aller de Dakar à Thiès, vous ne pouvez pas le faire d'un seul train. C'est la même chose. Parce qu'il y a un temps d'admission des pluies et un temps de pompage. Il faut un intervalle de temps. Tout dépend de la quantité et de l'intensité des pluies. Mais l'important, c'est que le dispositif a fonctionné. Entre hier et aujourd'hui, vous voyez, il n'y a plus d'eau. C'est ça, l'objectif c'est ça. C'est-à-dire qu'après les pluies, qu'on fasse de telle sorte qu'avec un temps très réduit, qu'on puisse évacuer, et c'est ce qui a été fait. L'aménagement du territoire, la restructuration urbaine et le relogement des populations victimes des inondations,
font partie des actions prioritaires envisagées par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la lutte contre les intempéries. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RTI2. Bonsoir.